Je vais reprendre pas trop le fil de Pierre-Michel Richaud, mais plutôt le fil de... Je ne vais pas reprendre directement le fil de Pierre-Michel Richaud. Voilà. Mais sans reprendre le fil de Pierre-Michel Richaud, je vais reprendre le fil plutôt de Serge Gostelin. Tout à l'heure, effectivement, il a insisté sur la peur et il a mis des hypothèses sur comment expliquer les phénomènes de peur vis-à-vis des nouvelles technologies, en particulier devant l'intelligence artificielle, et il a, entre autres, évoqué la question des connaissances et inversement des ignorances qui pouvaient faire partie du processus. Alors je reviens un peu là-dessus d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des connaissances historiques qui sont sans doute insuffisantes pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Du moins chez un grand public. Chez les spécialistes, pour penser qu'ils ont ces connaissances. Et chez un grand public, il y aurait peut-être intérêt à expliquer un certain nombre de choses. Et là, j'insisterai sur des éléments historiques. Alors, les débats qu'il y a eu ces derniers temps sur l'introduction de l'IA d'une manière un peu importante, pourquoi ça passe pas, hein? C'est le PDF. Non, il n'y a pas de Cliquez sur la suite. Voilà. Le clavier machin, ça marche. Le clavier marche pas. Les débats actuels sur l'intelligence artificielle, il me semble qu'ils ont été largement relayés par les médias. Quand même des journaux, des quotidiens, des magazines qui en ont beaucoup parlé, la télévision en a beaucoup parlé. Donc, tout un tremblement intellectuel autour de l'intelligence artificielle, des relations entre la machine et l'humain. Mais il me semble quand même que ça existe depuis plusieurs années. Ce qui est plus récent, et ça date de l'année 2022, et plutôt 2023, parce que c'est là que ça a pris son essor, c'est toutes les discussions autour des agents conversationnels et spécialement de ChatGPT. Alors pourquoi de ChatGPT? Parce qu'il me semble que là, il y a eu vraiment une prise de conscience de l'intervention de ChatGPT dans le domaine du langage. Et que ce qui en est sorti rapidement, c'est l'impression qu'on avait quelque chose qui, pour la première fois peut-être dans l'histoire, prenait la place de l'humain en générant des discours. Et des discours qui ont été reconnus très rapidement comme de bons discours. Bons sur le plan formel, c'est-à-dire qu'ils sont bien rédigés, ils sont pas de faute d'orthographe, mais la syntaxe est très correcte, etc. Mais également bons par leur pertinence. C'est-à-dire qu'il y en a qui dérivent complètement, il y en a qui délirent, je dirais, mais pas tous. Beaucoup sont pertinents, c'est-à-dire répondent à des questions, ou répondent à des thèmes, en tout cas sont capables d'introduire des éléments d'information qui ne sont pas du tout fous, mais qui au contraire sont intéressants pour la personne qui a lancé un thème ou une question. Et je crois que ça se voit assez rapidement dès qu'on fait l'expérience. Il y a des versions gratuites auxquelles on peut le faire très facilement. En général, les gens qui l'ont fait sont impressionnés par la performance en question. Alors, il me semble que si on part de cette expérience-là, il faut peut-être, pour mieux comprendre où on en est, envisager deux grandes traditions qui sont très différentes. Une qui est relativement courte, qui est celle du traitement automatique des langues
qui commence dans les années 50 du XXe siècle. Et puis, il y a une deuxième tradition qui me semble intéressante aussi, qui, elle, au contraire, a une histoire fort longue, c'est celle de la rhétorique, qui commence en Grèce il y a 25 siècles. Donc, ce n'est pas comparable en temporalité, mais peut-être que les deux sont intéressants. Et il y en a sans doute d'autres. Hein. Là, c'est un choix personnel que je fais, mais on pourrait discuter de la pertinence d'autres traditions à examiner. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, essayer de montrer comment les tentatives de mécanisation du traitement de l'information depuis 70 ans sont intéressantes pour comprendre ce qui se passe maintenant, et puis voir aussi comment quelques éléments de rhétorique classique sont intéressants pour comprendre les mêmes phénomènes du XXIe siècle. Alors, la première partie, je l'ai intitulée « Une analyse structurale de plus en plus performante ». Alors ça, c'est un choix un peu personnel, c'est d'insister sur le fait que ce qui se passe à partir des années 50, c'est quelque chose qui est assez large, que je traduis par l'impact de l'analyse structurale. L'analyse structurale, à partir des années 50, se voit dans différents domaines. Alors, je prends quelques exemples. Vous avez l'anthropologie. Si vous lisez Lévi-Strauss, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui pratique l'analyse structurale des mythes, ou d'autres textes d'ailleurs, mais d'abord des mythes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de montrer la structure de ces mythes, les structures générales de ces mythes, et il s'aperçoit rapidement que si on veut prendre en compte toute une série de mythes et toute une série de facteurs qui interviennent dans ces mythes, on va avoir des problèmes d'analyse. Parce qu'on va se retrouver avec des tableaux énormes qu'on ne peut pas traiter facilement à la main. Et il va privilégier des analyses qui sont assez proches de celles qu'on pourrait faire maintenant, mais qui sont faites avec d'autres outils, qui sont la mécanographie. Et on a des fiches, on a des fiches à trous qui sont utilisées dans des machines qui sont non pas les débuts de l'ordinateur, mais qui sont les précurseurs de l'ordinateur. Mais vous avez d'autres domaines qui sont tout à fait impactés également par cette préoccupation de traitement d'un très grand nombre d'éléments de différentes structures. Alors vous avez par exemple l'analyse de discours automatique dans les années 60, le début de l'analyse de discours automatique, qui vise en particulier à surmonter les limites de l'herméneutique littéraire, tous les commentaires qu'on peut faire sur les textes en essayant de dégager le sens de ces textes, et les procédures d'analyse automatique essaient de montrer qu'on peut avoir des connaissances nouvelles sur les textes qui ne passent pas par l'essai de faire émerger le sens des textes, mais simplement par l'analyse structurale de ces textes. Troisième exemple, à la même époque aussi, démarre la linguistique structurale qui essaie de montrer comment les structures de la langue sont décrites aussi de manière très intéressante par des analyses formelles du fonctionnement de la langue et non pas simplement en essayant de dégager les sens des mots, etc. Moi, étant donné mon âge, je me souviens très bien d'avoir été surpris quand j'étais jeune étudiant, quand on m'a dit, mais par exemple, l'imparfait en français, quand est-ce qu'on utilise le subjonctif en français? Le subjonctif en français, et évidemment on peut répondre, le subjonctif s'utilise quand on veut exprimer telle et telle chose. Il y a aussi une autre réponse, qui est de dire, la plupart du temps, le subjonctif en français, il est introduit par l'expression « il faut ». Il faut que. Et quand on élimine tous les exemples où il y a « il faut que » ou une variante de « il faut que », il ne reste pas beaucoup d'autres. Donc on a là un exemple
l'analyse formelle de la structure de la langue, qui ne passe pas par le sens, qui ne passe pas par l'idée qu'on pourrait faire émerger le sens indépendamment de la manipulation. Alors je viens d'utiliser le terme de manipulation, ça continue, on a d'autres encore, par exemple en archéologie, beaucoup de travaux archéologiques ont eux aussi, à partir des années 60, essayé de travailler sur des structures. Alors, qu'est-ce qui est commun à tout ça? C'est la manipulation formelle. Manipulation formelle d'éléments qui ne sont pas étudiés en tant qu'ayant du sens. Alors, ils peuvent en avoir du sens, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est considéré dans la manipulation formelle. On les manipule comme des éléments qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui va, en quelque sorte, donner des résultats nouveaux qu'on ne pouvait pas obtenir quand on ne faisait que de l'herméneutique. Alors, directement lié à ça, on a évidemment les essais de traduction automatique. Les premiers essais de traduction automatique sont catastrophiques. L'argent qui avait été mis sur les travaux de traduction automatique ont été réduits peu à peu parce que le résultat était très mauvais. Et puis on a relancé ça un peu plus tard et c'est passé par une espèce de perfectionnement de l'analyse linguistique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pour faire une traduction automatique, il faut arriver à décrire de la manière la plus fine possible les structures d'une langue et les structures d'une autre langue, et puis s'arranger pour établir un programme qui va transférer les structures de l'une dans les structures de l'autre. Alors, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, disons, les espoirs étaient très importants. Certains disaient on aura la traduction automatique dans très peu de temps. D'autres disaient on ne l'aura jamais. Et vous le savez maintenant, on l'a. Ça a été beaucoup plus, il a fallu beaucoup plus que 3 ans. Et elle n'est quand même pas très mauvaise. Elle est même souvent très bonne. Pas pour tout, pas dans toutes circonstances, mais c'est quand même, là aussi, extrêmement impressionnant, les performances de la traduction automatique. Alors, comment les grands résultats ont été obtenus? Ils ont été obtenus par un changement de méthode. Jusque dans les années 90, on continuait à faire ce travail monstrueux d'analyse linguistique la plus fine possible, mais avec des résultats très faibles, parce que les langues humaines sont pleines d'ambiguïté. La communication repose sur l'ambiguïté. Quand nous reconnaissons une ambiguïté, nous essayons d'enlever l'ambiguïté, mais on retombe sur une autre et on continue. Hein. Toutes les langues sont comme ça. Et la machine, évidemment, a beaucoup de mal à traiter les ambiguïtés. Alors, il y a d'autres éléments qui sont très difficiles, mais l'ambiguïté, tout le monde connaît l'ambiguïté, et c'est extrêmement difficile. Analyser le contexte est extrêmement difficile à l'époque, parce que, bon, on peut regarder ce qu'il y a juste avant ou juste après, mais c'est sans doute beaucoup plus compliqué. Alors, le changement radical de méthode intervient dans les années 90. Et là, on ne cherche plus à faire de la linguistique. On ne cherche plus à faire des règles, à établir des règles de fonctionnement de la langue. On prend simplement des masses de textes dans une langue, des masses de textes dans une autre langue, qui sont la traduction des premiers textes. Et là, en années 90, on commence à avoir des corpus bilingues très importants, notamment, ce qui a beaucoup servi, ce sont les corpus issus du fonctionnement de l'Union européenne, parce que, évidemment, dans l'Union européenne, les textes doivent être traduits dans toutes les autres langues. Donc, on a eu un corpus gigantesque, extrêmement intéressant. Et là, on a effectivement réussi à établir des logarithmes d'appariement de texte. On trouve un mot dans une langue, on trouve un mot dans une autre langue qui semble bien être la traduction, on voit la suite, comment ça se passe,
Est-ce que c'est dans le même ordre? Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre? Si ce n'est pas dans le même ordre, il faut aller voir comment ça se passe. Tout ça a été un travail très différent, c'est-à-dire un travail essentiellement, ce que j'appelle la force brute. Plus vous avez de textes traduits, des corpus qu'on appelle bilingues, plus vous pouvez avancer dans la connaissance des correspondances entre les langues. Mais la structure elle-même, la structure linguistique, n'est pas traitée en elle-même. On a des stocks. On a des stocks à travers lesquels on arrive à circuler par cette méthode. Alors, ça, c'est quelque chose qui a vraiment permis un progrès énorme en traduction automatique. Et ce que nous connaissons maintenant avec les agents conversationnels comme ChatGPT, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Alors c'est encore plus fort parce que on a utilisé des réseaux de neurones artificiels, qui sont une technique plus performante pour l'analyse des vastes corpus, qui sont encore plus grands d'ailleurs qu'à les années 90, et qui sont capables de repérer des similitudes sémantiques, parce qu'on va comparer systématiquement un mot et d'autres mots qui fonctionnent à peu près de la même manière dans le corpus ou dans d'autres corpus. Et puis, en fait, on s'est orienté vers un outil très général qui dépasse le cas de la traduction automatique. La traduction automatique devient un exemple parmi d'autres de traitement de texte. On peut faire autre chose, on peut faire des résumés, on peut faire des productions nouvelles de texte à partir d'un autre corpus, etc. C'est donc devenu une espèce de travail tout-terrain, travail automatique tout-terrain. Et les derniers progrès arrivent en 2017, je crois, ce sera vérifié. C'est ce qu'on appelle les modèles transformers. Dans le chat GPT, GPT, vous avez le T à la fin, c'est transformer, qui est un certain type de technique extrêmement performante. Alors, il y a des raffinements. Du côté GPT, on a plutôt la considération d'un contexte qui se trouve après les premiers repérages qu'on fait, et puis vous avez aussi du côté de ce qu'on appelle PERT, une autre façon de travailler. Là, on essaie d'avoir le contexte avant et le contexte après. Et tout ça, une fois qu'on a les premiers résultats, on réinjecte tous les premiers résultats pour refaire encore un nombre de fois considérable la même opération. Et le résultat est évidemment spectaculaire. Je signale en passant que une question théorique extrêmement intéressante, à mon avis, c'est que l'augmentation du traitement d'un très grand nombre de paramètres des dernières années semble avoir, là aussi, faire un saut. C'est pour ça que j'ai mis à l'écran une transition de phase, point d'interrogation, et que certains chercheurs commencent à se demander si en fait on n'a pas eu un brusque progrès en passant d'un certain nombre de paramètres en compte à un autre nombre de paramètres beaucoup plus important. Alors une transition de phase en physique statistique, ça veut dire que vous passez par exemple de l'eau glacée à l'eau liquide. Il y a quelque chose de très différent. Et donc ça serait un peu la même chose, mais à l'heure actuelle, sauf erreur là-bas, on n'a pas d'explication précise de ce genre de phénomène pour les modèles conversationnels. Je crois que personne n'est capable de dire pourquoi, brusquement, on a eu une amélioration extrêmement forte de la qualité des sorties. Alors, je m'arrêterai là, puisque je suis arrivé à notre époque, et je repars en arrière. Je repars en arrière parce que quand ChatGPT est arrivé, alors il y a eu plein de commentaires, je le disais tout à l'heure, et ce que j'ai remarqué, c'est que pas mal de commentaires disaient « Oh oui, mais ChatGPT, il sort des lieux communs. » Alors effectivement,
quand on lit les résultats, c'est souvent, c'est un peu lisse, hein, pas d'aspérité, il n'y a pas de style un peu surprenant, non, il est très, très conforme à la norme, mais effectivement sur le plan du contenu, on a quelquefois l'impression que c'est un peu léger, hein, il y a des répétitions, des choses qui sont intelligentes, hein, pas du tout idiotes, mais d'où les commentaires du genre, mais ce ne sont que des lieux communs. Donc, pas de très grand progrès intellectuel à attendre. Alors, je voudrais revenir sur cette question des lieux communs parce qu'elle me semble très délicate dans l'histoire de la réflexion sur la communication. D'abord, les lieux communs dans l'Antiquité, c'est pas simple déjà à dire en quelques mots, ce sont des outils pour fabriquer des raisonnements. Alors vous allez avoir ce qu'on appelle des lieux, tout simplement, qui vont être communs parce qu'ils sont applicables à peu près à n'importe quoi. Si vous prenez un élément, vous allez dire ça vient de quoi? Quelle est la cause? Et puis si vous avez quelque chose dont vous pensez qu'il a entraîné quelque chose, vous allez dire et quelle est la conséquence? La cause de la conséquence, vous faites ça sur n'importe quoi, ça marquera, hein, ça vous donne un départ de réflexion. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle des lieux spécifiques, alors là, qui sont liés à des domaines. Dans l'Antiquité, je ne sais pas, le discours juridique, on va utiliser un certain nombre aussi de grandes références pour structurer les plaidoiries. Et puis vous avez des lieux communs tout court qui ne se rattachent pas à la première catégorie, et là c'est plus proche de notre sens actuel, c'est-à-dire quelque chose d'un peu dévalorisé parce que c'est banal, on se répète. Mais tout ça n'est pas toujours complètement séparé. Il y a derrière tout cela l'idée qu'on a le moyen d'avoir des bases pour faire du discours, et notamment des raisonnements. Et c'est conçu aussi comme un moyen de toucher un public, qui n'est pas un public de spécialistes nécessairement, mais qui va pouvoir entendre des choses qu'il connaît un peu, et donc on va repartir de ce qu'il connaît un peu. Alors c'est, dans l'histoire, ça a été très important notamment dans l'Antiquité. À partir du Moyen-Âge et de la Renaissance, là, il commence à y avoir des flottements très forts. Parce que on va arriver le discours religieux, et le discours religieux monothéiste en particulier, ne peut pas accepter les lieux communs. Les lieux communs, ils se prêtent à la discussion, à la dialectique, comme on disait dans l'Antiquité. Il y a un dogme. On ne va pas ergoter hein, sur le dogme. Non, on peut le faire dans une certaine mesure, mais il y a un moment où ça s'arrête. Hein, ce qu'on appelle les disputes. Et puis, il va y avoir, à partir du XVIIe siècle, le discours scientifique. Notamment le discours fondé sur la science expérimentale. Et là, bon, les lieux communs n'ont de sens non plus. On doit sortir justement du lieu commun, le discours scientifique, apportant des éléments qui n'ont jamais été traités sous forme de lieu commun. Alors, on a là donc quelque chose qui a encore un sens pour nous. C'est-à-dire que nous nous trouvons peut-être, alors le discours religieux est devenu marginal, mais le discours scientifique ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on va le retrouver tout à l'heure, c'est-à-dire que comment traiter le discours scientifique quand on utilise ChatGPT. ChatGPT, il va chercher des éléments divers dans tous les discours pour en faire une espèce de dissertation. Mais la science, c'est pas ça, c'est pas une dissertation. Hein. C'est différent. En même temps, vous avez la question de la mémorisation. Les gens de l'Antiquité et du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, ont l'habitude de mémoriser énormément de choses. Et c'était signalé ce matin par
Serge, je crois. Nous avons besoin peut-être d'avoir dans notre tête des choses qui vont nous aider à utiliser des choses qui ne sont pas dans notre tête. Mais il peut y avoir là un couplage nécessaire. Alors le 19e siècle a été très caractérisé par le fait qu'on a poussé à la lecture. Il faut apprendre à lire, et une fois qu'on a appris à lire, il faut lire. Mais arrive un moment où la quantité d'informations devient gigantesque. Et quand on passe à Internet, alors là, ce n'est plus du tout maîtrisable. Et d'où ce qu'on a appelé, dès le début d'Internet, la désorientation, la surcharge cognitive, comment traiter toutes ces informations extrêmement difficiles à maîtriser. Et du coup, effectivement, comme nous disait Serge ce matin, peut-être, comme je le dis ce matin, en début d'après-midi, peut-être qu'une façon de maîtriser un peu mieux les nouveaux outils serait d'avoir aussi une réflexion sur un certain nombre de bases, de grandes idées qui nous aideraient à structurer ce que nous recevons quand nous faisons une demande à ChatGPT. Alors, je terminerai sur quelques difficultés qui me semblent en rapport avec ce que je viens de dire. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la science. J'y reviens ici. Ce qui a été dit aussi par beaucoup de commentateurs de ChatGPT, c'est que les sources, on ne sait pas d'où ça sort. Le texte qu'il nous présente, il peut être très bien, hein, mais d'où ça sort, d'où ça vient, où est-ce qu'il a été prendre tout ça. Et ce qui est très troublant, c'est que quelques collègues de différentes disciplines, pas nécessairement de la nôtre, sont allés regarder des sources fictives. ChatGPT est capable de fournir des sources fictives. Ça peut paraître extraordinaire, mais non, ce n'est pas extraordinaire. Parce que, étant donné qu'il mouline une masse gigantesque de discours, ben, il mouline les références de la même manière. C'est-à-dire qu'il peut prendre des petits morceaux à droite à gauche. En fait, pour stopper le phénomène, il faudrait obliger ChatGPT, peut-être que ça va se faire, peut-être que c'est déjà fait, ça va très vite, à prendre les références comme blocs, insécables, non modifiables. Mais si on ne fait pas ça, non, on peut retrouver des mots comme ça, qui vont être assemblés comme références, et qui sont des références. Et puis, il y a cette question du volume des discours disponibles, dont on ne sait pas très bien ce que ça donne sur les lecteurs. Et il est probable qu'un certain nombre d'usagers de ChatGPT ne pourront plus distinguer un discours humain d'un discours machinique, puisqu'ils auront la même allure. À partir de ce moment, on peut pas. Si c'est pareil, comment faire pour distinguer les deux si on n'a pas explicitement la source? Alors, ça rejoint les questions juridiques. Si j'ai bien compris, il y a des propositions pour taguer les discours. Attention, ça c'est une machine qui l'a produit, ou bien au contraire, c'est pas une machine. Et puis, la question de la science de manière encore plus précise. Si la science n'accepte pas les lieux communs dont je parlais tout à l'heure, alors on ne sait pas non plus très bien quoi faire de ce qui n'est pas proprement scientifique, par rapport aux scientifiques. Alors, dans la rhétorique, depuis l'Antiquité, il y a la notion de vraisemblable. Le vraisemblable, c'est le discours qui permet de s'adresser à des gens, justement, en leur disant des choses pas du tout idiotes,
mais qui n'ont pas la prétention à la vérité. Or, la science, elle, a la prétention à la vérité, qui peut être modifiée au fil du temps, etc., mais on n'est pas dans le vraisemblable. Or, évidemment, quand on parle de politique, on n'est pas dans la vérité, dans la chair de la vérité, on est dans le vraisemblable. Quand on discute de goût, on est dans le vraisemblable, on n'est pas dans la recherche de la vérité. Toute une série de domaines de la vie relèvent du vraisemblable et ne peuvent pas relever de la recherche de la vérité. Et ça avait été très bien noté par, il y a déjà longtemps, par Durkheim, dans son cours sur l'histoire de la pédagogie en France. Il disait, mais il ne faut pas mépriser le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, si on lit plein de textes anciens, quelquefois pas très bons, et qu'on essaie de trouver des auteurs de référence, etc., ben c'est simplement parce que la science n'existe pas. Et que tant que la science expérimentale n'existe pas, il faut bien s'en remettre à des auteurs qu'on trouve intéressants, etc. Une fois que la science existe, c'est autre chose. Là, il y a une coupure. Mais cette coupure existe toujours, elle est toujours vivante. Du coup, il y a sans doute à réfléchir sur la place de la science dans ChatGPT. Et puis il y aurait d'autres questions, en particulier le fait que ChatGPT va produire plein de discours, et ces discours vont eux-mêmes alimenter les corpus énormes dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il y a un phénomène circulaire qu'il faudra maîtriser d'une manière ou d'une autre. Ça, on verra. Quelques années qui viennent. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait une question avant qu'on passe à l'autre atelier? Geneviève, oui. Alors, le dernier élément soulevé, je trouve que c'est une question absolument urgente. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des productions de ces chatbots, pardon pour prendre le mot en anglais, agents conversationnels, voilà, des productions qui vont s'appuyer sur les productions déjà de l'IA. Voilà. Je ne sais pas comment humainement on va traiter cette question-là pour pouvoir tirer profit quand même de la production de ces chatbots en IA générative. Parce qu'il y a des IA spécifiques, enfin, voilà. Mais là, je ne sais pas où on va, mais ça, pour moi, c'est vraiment la question qui va se poser là de façon imminente. Et l'autre remarque, c'était un lien entre vos deux interventions sur la question de la traduction en particulier. Ça m'avait intéressé parce que ça recoupe la question de Pierre Michel sur la transformation des métiers. Et là, en fait, la traduction, en fait, les professionnels de la traduction, comme on dit, disrupter, donc par rapport à ce que disait Pierre Michel sur la question des métiers hein, qui sont impactés par les IA. Et donc, en fait, il y aurait peut-être le métier des traducteurs qui reviendrait vraiment à la sémantique, vraiment au sens, mais pas seulement le sens dans le traitement dont tu parlais, Roger, mais traitement structural, c'est au niveau et linguistique, c'était, je pensais plutôt à, oui, l'apport, en fait, au niveau de la civilisation, de la culture. Et là, il y aurait, je pense, un enjeu métier de la traduction pour considérer des productions très rapides, traduction par l'IA, des calculs extrêmement rapides, etc. C'est un nouveau marché voilà, qui fonctionne très bien. Mais là, il y aurait vraiment un apport pour vérifier, faire avancer, faire évoluer les traductions en considérant la dimension culturelle. Oui, alors, si on regarde les revues professionnelles des traducteurs, on voit évidemment qu'ils sont extrêmement préoccupés par la situation, mais on voit aussi comment, ça va dans ton sens, comment ils essaient d'envisager comment ils pourraient intervenir néanmoins après la traduction automatique. Oui. Ça semble envisageable, mais jusqu'à quel point, on ne sait rien.
le métier de traducteur. Il y a un autre métier qui ça semble beaucoup plus difficile, c'est la rédaction journalistique. En rédaction journalistique, on a déjà la possibilité de sortir des textes qui sont corrects, qui sont acceptables. Et je vois mal qu'on demande ensuite à un journaliste de le corriger. Je pense que le journaliste qui faisait ce texte à l'origine serait éliminé. Et d'autres journalistes feront autre chose, ça oui. Mais si le texte n'est pas trop mal... quelque chose Oui, si tu permets, pour intervenir rapidement et pour avoir fait un tas d'essais, parce que étant chercheur en sciences humaines et en IA, il faut reconnaître que ce qui est l'IA générative nous donne des textes qui sont très très bien écrits. Par contre, c'est quand même pas toujours vrai. Ouais. On a demandé par exemple à l'IA générative de générer un article scientifique à la manière d'eux. Alors, l'article, bon, était assez... L'article était pas mal, si ce n'est que comme il puise dans des données qui sont fausses, il y a des choses fausses. Et alors là où c'était la cata, c'était dans les références. À la fin, il nous met 10 références avec des gens connus et tout était faux. Aucune des personnes n'avait écrit les articles qui étaient cités par l'IA générative. Alors, il y a quand même pour nous qui sont aussi enseignants des choses qui sont rassurantes. C'est que des outils tels que, je ne sais pas si vous utilisez, mais nous on utilise Compilation par exemple, on va vérifier si les étudiants copient leur travail. Les compilations, maintenant, va être capable de nous dire si des parties de devoir ont été réalisées en utilisant l'IA générative. Donc ça va quand même nous aider. Mais il n'y a rien de tel, c'est comme le dopage en cyclisme. Il faut une surveillance longitudinale. J'ajouterais que j'ai un collègue, dont je ne donnerai pas de nom, qui, pour un article sur 2 qu'il écrit, introduit une citation fictive. Enfin, une référence. C'est un jeu. Donc il reste du travail à faire pour tout vérifier. Oui, bien, merci à tous les deux.